Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, Lucille Schmitz du comité de rédaction de la revue Esprit et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps et directeur de collection aux éditions Nevikata. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Comment sortir de la défiance ». L'économiste Yann Algan plutôt d'ailleurs, pointe le décalage entre le taux de satisfaction très élevé des Français quand on les interroge sur leur bonheur individuel et leur pessimisme incroyable quant à leur situation collective. Il ajoute que l'érosion de la confiance est un mouvement de fond qui touche toutes les démocraties et affecte principalement la confiance dans les institutions et les gouvernements. Le journaliste Julien Bisson nuance en précisant que selon le dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof, les Français sont désormais 3 à 4 fois plus nombreux à afficher leur méfiance qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. La morosité et la lassitude sont, et de loin, les premiers termes avancés pour caractériser leur état d'esprit, et la crise sanitaire, plutôt que de ressouder la nation, a creusé plus encore la fracture sociale et politique, venant grossir la cohorte des sceptiques à l'égard des institutions publiques, gouvernement et Élysée en tête. J'ajoute que le 1 vient de faire paraître son premier numéro, le premier numéro de Légende, consacré à Zidane, et que, à tout point de vue, c'est un numéro qui mérite d'être recommandé. Sous l'onglet Lebada, après un récent échange avec Jules Fournier, ancien collaborateur de Michel Rocard, sur la pandémie vue depuis San Francisco, nous avons mis en ligne cette semaine un dialogue avec Alexis Bonsen, chargé de programmes sociaux à l'UNICEF, sur la situation au royaume hachémite de Jordanie. Après la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Grèce, le Chili, l'Australie, le Vanuatu, le Brésil et San Francisco, nous poursuivrons nos regards sur d'autres pays la semaine prochaine. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements, ne nous ménagez ni les unes ni les autres et soyez-en remerciés. Venons-en maintenant à l'actualité politique dans notre pays et à l'abstention et à la crise de la démocratie représentative. 22,61% des électeurs ont voté à Vitry-sur-Seine. Le communiste Jean-Claude Kennedy a recueilli les suffrages de la majorité de ces 22,61%, soit 12,3% des inscrits. À Tourcoing, moins d'un quart des électeurs a voté au municipal. Gérald Darmanin, ministre d'Emmanuel Macron, a été élu au premier tour, réunissant 9 592 votes sur 63 728 inscrits. Son voisin de Roubaix, le centriste Guillaume Delbarre, a dû attendre le deuxième tour pour rassembler sur son nom une majorité des 22,75% d'électeurs qui se sont rendus dans les bureaux de vote. À Paris, 63,7% des électeurs sont restés chez eux dimanche dernier. Le taux d'abstention a augmenté dans la capitale de 13,2%. La socialiste Anne Hidalgo a été réélue. À Grenoble, environ 2/3 des électeurs n'ont pas participé au scrutin. C'est 10% de plus qu'en 2014. Le Vert Éric Piolle a conquis la mairie à la tête d'une troupe de 16 169 des 86 581 électeurs inscrits. À Strasbourg, près des 2/3 des inscrits n'ont pas pris part au vote. La Verte, Jeanne Barzéquian, a convaincu 21 592 des 143 638 électeurs. À Lille, la socialiste Martine Aubry a été réélue par 15 389 des 124 439 inscrits. Selon le ministère de l'Intérieur, l'abstention municipale du 28 juin a atteint le record absolu de 58,4%, un chiffre en hausse par rapport au premier tour où elle avait été de 55,3%. Les municipales perdent 1 à 3 points de participation à chaque édition depuis les années 1980. Rappelons que le maire est l'élu le plus aimé des citoyens. Directeur général délégué de l'Institut Ipsos,
Brice Teinturier, analysant le profil des abstentionnistes, constate que l'abstention est massive chez les moins de 35 ans et plus faible chez les plus de 60 ans. Les cadres sont moins abstentionnistes que les milieux populaires. Jérôme Jaffray, le directeur du Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique, le CECOP, et chercheur associé au CEVIPOF, pointe le risque, je cite, d'une cassure aggravée du lien entre le citoyen et l'acte du vote, de plus en plus nette dans les catégories populaires. Le sociologue Vincent Tiberge relève, je cite, qu'autrefois les plus précaires allaient tout de même mettre un bulletin dans l'urne. Aujourd'hui, non seulement une proportion importante ne vote plus, mais elle n'a plus aucune forme d'engagement, voire de sociabilité. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Les chiffres qu'on vient d'entendre sont éloquents, c'est-à-dire que le seul vrai vainqueur de ce second tour de l'élection municipale, c'est donc l'abstention. Elle est effectivement impressionnante, notamment chez les jeunes, où elle atteint 72%. Et il me semble qu'il en va des élections comme de beaucoup de choses, c'est-à-dire que le coronavirus a bon dos. On explique souvent cette abstention massive par l'épidémie, et en tout cas, je ne pense pas que ce soit la cause fondamentale. Il est bien vrai que la peur a pu jouer, mais il faut constater que les plus vulnérables, a priori, sont les personnes les plus âgées. Or, ce sont quand même celles qui se sont rendues le plus aux urnes. Il est bien vrai également que cette campagne ne ressemblait à aucune autre, puisqu'elle a été interrompue pendant 3 mois, que les électeurs ont perdu le fil des débats. Mais là encore, l'enjeu était perçu comme très important et il a donné lieu à des changements d'orientation majeurs, notamment dans les très grandes villes. Donc, ces raisons à mon avis, ont pu contribuer, mais ce ne sont pas les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est une triple crise qui émerge et qui est extrêmement claire, importante et préoccupante. Il y a une crise évidente d'Emmanuel Macron et de son parti, La République en marche, puisque pour ce parti, c'est une vraie débâcle. Le seul rescapé, c'était le Premier ministre, Édouard Philippe, mais il a été réélu dimanche et débarqué le vendredi suivant. Donc, la première chose, c'est la crise de ce qu'on pourrait dire la crise du macronisme. La deuxième tendance, c'est une crise politique très profonde. On voit qu'une partie de la population ne se reconnaît absolument plus dans le système des partis, mais même se trouve aujourd'hui complètement déconnectée du vote et donc de l'appartenance à une communauté de citoyens. Et c'est donc la troisième dimension de cette crise, une crise démocratique et qui est quand même très préoccupante parce que quand on regarde les choses froidement, on l'a dit, l'élection municipale, c'est l'élection avec l'élection présidentielle qui intéresse le plus les Français et les citoyens. Donc on a une abstention massive. Dans le même temps, on a une chambre, donc un parlement qui est de plus en plus un parlement introuvable, complètement déconnecté des citoyens et de l'opinion. Et on a à la fois une convention citoyenne, des demandes de référendum, enfin beaucoup de choses qui viennent achever de déstabiliser la démocratie représentative. Donc les conséquences de cette situation sont quand même maintenant extrêmement sérieuses. Donc la première, c'est qu'on a des élus, notamment donc c'est vrai qu'il y a un vrai tournant vert dans les grandes villes surtout, mais on a des élus qui se sont engagés sur des ruptures extrêmement profondes avec une base politique et sociologique extrêmement réduite. Donc, on peut espérer que cela va bien se passer, mais il est clair qu'on a une vraie difficulté et des risques de retournement sur ces grandes villes si les citoyens se sentent assez vite trahis ou déçus, notamment si l'économie se dérobait. La deuxième chose, c'est bien sûr pour le président de la République, qui se trouve, j'allais dire, de plus en plus hors sol, dans un moment qui est quand même un moment clé. Et la troisième crise, qui est la plus sérieuse, c'est que ce qui se passe en France est quand même très préoccupant. On a donc d'un côté un pays
qui va avoir une récession historique, moins 12,5%, un chômage de masse qui va toucher plus de 12% de la population active, une dette qui va dépasser 120% du PIB. Et en face de cette crise historique, on a une défiance maximale. Et il faut être clair, j'en finirai par là, on ne peut pas s'engager dans la reconstruction d'un pays, dans une démocratie, avec une nation totalement éclatée et des citoyens qui ne se reconnaissent plus, non pas seulement dans un président de la République, mais dans le principe même de l'élection et qui sont de plus en plus détachés de la démocratie. Et pour finir, quand certains disent que c'est partout pareil, je rappellerai que c'est faux. La Corée du Sud, le 15 avril, donc au moment le pire de l'épidémie, a organisé des élections législatives qui se sont parfaitement déroulées, qui ont donné lieu à une importante participation et qui ont également donné lieu à un résultat qui est parfaitement clair. Et donc, la Corée du Sud a montré l'exemple d'un pays qui gérait bien l'épidémie et la crise économique et qui était en même temps capable de faire vivre sa démocratie. Donc, ça n'est pas le cas général, c'est vrai. La France est loin d'être isolée, c'est vrai, mais il y a néanmoins maintenant un vrai facteur d'alerte, je crois, qui est un signal d'alerte qui nous est adressé par ces élections municipales. Richard Verlet. Nous avions eu, vous vous souvenez, une émission consacrée à la tenue de ces municipales et à la décision de les convoquer le 28 juin. Personnellement, je m'étais opposé à cette décision que je trouvais pas habile et pas justifiée d'un point de vue démocratique. Et ce qui s'est passé dimanche dernier me conforte dans cet avis. Il est clair que le pouvoir exécutif voulait tourner la page des élections pour passer à autre chose. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait très vite avec ensuite la révocation d'Édouard Philippe et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. Donc on pourrait presque dire que la préoccupation d'Emmanuel Macron n'était pas tant de donner aux citoyens l'occasion de s'exprimer pour désigner leur maire, mais de passer à l'acte 2, le fameux deuxième moment de son mandat et de son quinquennat. Alors, première réflexion, je crois que ces municipales, avec un premier tour en pleine épidémie le 15 mars et un deuxième tour dans une situation, je dirais, de désaffection généralisée liée à ce moment de flottement qu'est le déconfinement, c'était une mauvaise idée d'un point de vue démocratique. Personnellement, je trouve que repousser les municipales à septembre, organiser 2 tours avec une semaine d'écart comme cela a normalement lieu, aurait quand même été beaucoup plus logique, même si évidemment ça aurait eu des conséquences sur le calendrier électoral et sur le fonctionnement de l'État. Une fois cela dit, regardons quand même ce que ce scrutin nous apprend. Certes, on peut déplorer l'abstention, on peut déplorer l'organisation du vote, mais le vote, il a eu lieu dans des conditions, je dirais, normales, et il nous apporte quand même des leçons intéressantes, tant sur la composition du paysage politique français aujourd'hui que sur les aspirations de ceux qui sont allés voter. Alors, sur la composition du paysage politique français, Nicolas l'a dit et je vais le répéter, le grand enseignement, c'est que la République en marche, le parti présidentiel, n'arrive pas à s'enraciner et n'arrive surtout pas à donner du sens à ses candidats. Au fond, la question s'est posée partout, sauf, semble-t-il, au Havre, pourquoi voter pour un candidat La République en marche, qui est un candidat souvent positionné à droite ou allié à la droite traditionnelle. Dans ce cas, autant voter pour le candidat de droite lui-même. Donc, on voit bien que cette tentative du ni droite ni gauche de La République en marche ne fonctionne absolument pas lorsqu'elle en vient à s'intéresser aux réalités locales et à proposer des solutions concrètes aux électeurs. Ils préfèrent aller regarder soit du côté des partis traditionnels, soit du côté des nouveaux venus comme les Verts. Deuxième leçon, à mon avis... Richard, pardon, mais je préférerais que nous concentrions nos propos dans cette première partie sur ce que signifie ou pas cette abstention croissante. J'ai rappelé quelques chiffres, pas seulement les chiffres bruts, mais aussi les pourcentages. J'ai donné ceux de Paris et de Grenoble, on aurait pu en donner d'autres, et que nous gardions pour la deuxième partie les leçons politiques du résultat des élections, les transformations politiques induite par ces résultats. Et au fond, après votre critique du maintien du premier tour de l'élection et de la décision de faire un deuxième tour à la fin du mois de juin, est-ce qu'il y a sur
cette croissance de l'abstention en France, pays où traditionnellement on votait beaucoup et on votait beaucoup au municipal, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez souligner avant que dans une deuxième partie, et je vous rendrai évidemment la parole, avant que dans une deuxième partie nous nous intéressions aux transformations politiques induites par le résultat? Oui, alors j'allais y venir, pardon d'avoir commencé par cet aspect des choses, mais la deuxième leçon pour moi très claire, c'est que l'abstention montre l'envie des électeurs français de s'exprimer autrement que par l'élection de représentants, fussent-ils maires, conseillers régionaux, députés, etc. Et ça nous amène directement à la proposition qui est lancée par la Convention sur le climat d'un référendum écologique. Alors, comment sera organisé ce référendum, je ne sais pas, mais je crois que cette abstention nous conforte dans le jugement selon lequel il faut maintenant ajouter quelque chose à la pratique démocratique française. La démocratie représentative telle qu'elle est, eh bien, elle déçoit, elle n'attire plus. Il y a une vraie demande de démocratie directe, c'est prouvé. Il y a peut-être une demande de plus de démocratie délibérative, c'est le mot qu'a employé Emmanuel Macron pour la Convention sur le climat. Bref, moi j'interpréterais plutôt cette abstention comme un appel à d'autres formes démocratiques que comme une désaffection pour la démocratie elle-même. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi je pense qu'il faudrait souligner un paradoxe, c'est qu'en France nous avons autour de 600 000 élus. Et donc, nous sommes dans cette situation particulière d'avoir un très grand nombre d'élus en proportion du nombre d'habitants en France et de constater que élection après élection, l'abstention augmente. Donc, ce n'est pas le nombre d'élus. Quelque part, il y a un tel nombre d'élus qu'on pourrait penser que la relation de proximité avec les citoyens, elle est structurée par ce nombre de personnes qui peuvent dialoguer avec les citoyens. Mais non, il y a comme deux mondes parallèles de plus en plus entre ceux qui votent et ceux qui représentent ceux qui ont voté. Et donc, je crois que vous l'avez bien tous dit, la représentativité de ceux qui viennent d'être élus par rapport à cette élection municipale est extrêmement faible, très limitée par rapport à une abstention qui a frôlé les 60%. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que lorsqu'on est élu aujourd'hui en France, il est nécessaire de s'interroger sur cette espèce de crise de confiance, mais aussi que du côté de ceux qui sont dans les institutions, on se dise peut-être que ce très grand nombre d'élus, au fond, les citoyens ne sont pas capables d'y faire coïncider une utilité sociale. Je pense que c'est un point essentiel et que l'abstention du deuxième tour de cette élection municipale est de nature, pour moi, assez différente de celle qu'elle était au premier tour. On était au début de la crise du coronavirus et où la question sanitaire était centrale. On le voyait dans l'organisation des bureaux de vote. On l'a vu ensuite dans la peur rétrospective d'avoir été contaminé. Au deuxième tour, comme ça a été rappelé notamment par Richard, la situation était plus normale, mais l'abstention a été tout aussi élevée et donc elle dit quelque chose sur le fait que élire ces représentants municipaux, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un point essentiel. Et toute la question, puisqu'on parle de démocratie, c'est de s'interroger sur, au fond, où se niche l'aspiration démocratique. Est-ce que c'est, comme vient de le dire Richard, dans le fait de donner plus d'importance à la démocratie délibérative, à la convention citoyenne et au référendum? Moi, je voudrais là-dessus d'ailleurs être assez critique parce que je pense que le fait de donner plus de place à la démocratie participative, on n'est pas en Suisse, Richard. Je pense que la question du référendum, qui est un outil très présidentiel en France, c'est pas si simple de considérer que c'est une bonne manière de ressusciter un élan démocratique qui concernerait l'ensemble de la population. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que on voit bien que par rapport à la vie démocratique, aujourd'hui, les aspirations s'expriment non plus seulement dans l'élection, et même on peut dire que l'élection est marquée par une forme de dépression démocratique. Où sont les outils qui permettraient de revitaliser la vie démocratique? Est-ce que c'est dans plus de participation des citoyens? Mais dans ce cas-là, il faut trouver un débouché par rapport à la démocratie représentative et non pas organiser des mondes parallèles. Est-ce que c'est aussi, je voudrais insister là-dessus, dans le fait de montrer que le Parlement pourrait peser davantage dans notre vie démocratique? On sait bien qu'en faisant coïncider le calendrier de l'élection présidentielle et le calendrier de l'élection législative, ce qui n'était pas le cas avant 2000, on a créé un alignement des planètes, si je puis dire, sur la vie présidentielle en France, et que du coup, le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, on a le sentiment qu'il y a une sorte de soumission des députés à la parole présidentielle. Et en ce sens, pour terminer cette première intervention, je crois qu'il y a un point important, c'est que
on a assisté depuis quelques mois au sein de l'Assemblée nationale à la création de nouveaux groupes parlementaires, notamment de députés issus de La République En Marche, autour d'un groupe parlementaire à forte connotation écologique et sociale. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi les prémices d'un mouvement, d'un frémissement qui montre qu'il faut attendre au sein des institutions de certaines personnalités, je ne sais pas si c'est une révolte institutionnelle, ou en tout cas le fait d'être moins docile par rapport à un équilibre institutionnel qui aujourd'hui fait qu'on ne croit plus guère au Parlement, qu'on ne croit plus guère aux municipalités parce que les intercommunalités qui ne sont pas désignées démocratiquement ont l'essentiel du pouvoir, et que du coup l'abstention prend un tour, je crois, très politique de protestation contre le fait qu'on a perdu le lien entre ceux qui sont élus, je le rappelle, 600 000 personnes, et les citoyens. Marc-Olivier Padis. Oui, je ne partage pas tellement votre tonalité assez sombre dans le tableau qui est fait. D'abord, je pense quand même qu'il faut... c'est difficile de mettre cette élection en série avec les autres élections. On était quand même dans un contexte très particulier, l'épidémie, le confinement, le déconfinement, la peur, etc. Mais aussi et surtout, je pense... la perte de la dynamique de la campagne. C'était extrêmement difficile de garder en vue quel était l'enjeu de l'élection, même à l'échelle locale, pour les personnes. Et je rappelle que dans les analyses que font les spécialistes du vote, etc., ce qui ressort des analyses, c'est pas en réalité que la participation électorale diminue d'année en année partout de façon linéaire, etc. En réalité, ce qui se passe, c'est que les électorats captifs des partis se sont évaporés. Les partis ne peuvent plus s'appuyer sur un socle électoral dont ils auraient en quelque sorte la possession, etc. Maintenant, à chaque élection, il faut rejouer véritablement la mobilisation des électeurs. Il faut montrer aux électeurs quel est l'enjeu, il faut les pousser vers les urnes, et on voit certaines participations qui sont plus hautes, par exemple d'une fois sur l'autre, au présidentiel ou aux législatives. Il n'y a pas de baisse linéaire, il y a des allers-retours. Et donc, rien n'est joué par avance dans un électorat qui est devenu plus volatile, ça c'est certain. Et il faut dire aussi qu'on est en France, en ce moment, dans une recomposition politique complètement inédite. Donc, c'est quand même très difficile de mettre cette élection en série avec d'autres et d'en tirer des conclusions, en tout cas catégoriques ou définitives, par rapport à une désaffection démocratique. Moi, je pense que c'est un peu excessif. En revanche, j'ajouterais deux analyses. Donc, la première, c'est que ce qui compte maintenant dans une élection, c'est de sentir l'enjeu. Et là, on ne le sentait plus du tout. Moi, je dois dire que je suis allé voter, mais j'ai vraiment dû me forcer parce que je n'étais plus du tout dans l'ambiance de la campagne. Cela dit, je pense qu'il fallait avoir cette élection, ce deuxième tour maintenant. Pourquoi ? Parce que 30 000 maires avaient été élus au premier tour. Et ce chiffre... c'est un record. Il y a rarement eu autant de maires élus dès la première fois. Et c'est des maires qui, d'ailleurs, dans l'ensemble, ont été très largement reconduits. C'était des maires qui ont été réélus. Et donc, ça montre, à l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à présent, plutôt une stabilité, en fait, du choix des électeurs. Et d'ailleurs, une stabilité qui apparaît aussi dans le fait que ce sont des élus LR, républicains qui ont été élus dans 60% des villes de plus de 9 000 habitants, et puis des élus socialistes. Bon, la première chose. Deuxième chose, on ne peut pas vraiment avoir une lecture nationale de l'élection municipale. C'est toujours brouillé, c'est très compliqué à lire. On va y revenir dans la deuxième séquence, je pense, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus à ce stade, mais là encore, c'est difficile de mettre cette élection en série avec d'autres. On est dans un paysage qui est très bouleversé, où on ne voit pas complètement, on ne peut pas transposer des leçons de cette élection municipale sur un plan national.
Et puis, troisième point, c'est un sujet qu'a abordé Lucille, mais je voudrais insister là-dessus parce que ça me semble quand même très important. C'est le fait que ces élections ont eu lieu à un moment de mutation de l'échelle locale, puisqu'on a changé le rôle du maire, on a poussé les communes à fusionner dans des intercommunalités, on a créé des métropoles avec des élections métropolitaines, avec un système très compliqué à 2 niveaux. Je pense que c'est difficile à comprendre pour un certain nombre de lecteurs. Moi, je verrais plutôt dans cette recomposition une raison, sinon d'une désaffection, en tout cas d'un désarroi, parce que c'est plus la commune, la mairie, le clocher, l'école primaire, municipale. Bon, on est dans un système complexe. D'ailleurs, on voit bien en ce moment, on est en plein dans les élections des présidents des intercommunalités et personne n'en parle. Parce que ça échappe complètement au radar de la presse, de l'analyse politique habituelle, alors que c'est au niveau des intercommunalités que se distribuent aujourd'hui les responsabilités. Mais c'est un niveau d'ailleurs assez dépolitisé parce qu'on distribue des responsabilités, des rôles intercommunaux aux maires des différentes composantes de la nouvelle instance en fonction d'équilibres locaux et qui n'ont plus rien à voir avec les équilibres politiques. Donc tout ça est extrêmement difficile à décrypter et il y a sans doute une part de déstabilisation des électeurs par rapport à ce changement de l'échelle territoriale. Oui, je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire, enfin consonner avec ce que vient de dire Marc-Olivier. Dans ces communes de ces territoires oubliés de la République, comme disent les uns, de la France périphérique, comme disent les autres, etc., il est clair que le refus de procéder à une fusion des communes et à mettre à la place ces usines à gaz que sont les intercommunalités déresponsabilise, dépolitise, a dit Marc-Olivier, mais déresponsabilise également et crée, je reprends le mot aussi que Marc-Olivier a utilisé, un désarroi chez les électeurs qui pouvaient aller obtenir des explications ou porter des plaintes auprès de l'élu local, auprès du maire et du conseil municipal et qui s'entendent répondre « Ah mais c'est plus nous ». C'est pas par là que ça se passe, c'est à l'intercommunalité qui, n'étant le sujet d'aucune élection au suffrage universel direct, peut en effet devenir un appareil à démobiliser le civisme. Nicolas Bavrez. 3 brèves remarques sur tout ce qui a été dit. Il y a une chose qui est pour le coup positive et qui, je crois, n'a pas été soulignée, c'est que on a retrouvé, comme pour les européennes, donc dans un contexte de désengagement des électeurs, une vraie prime aux candidats et aux listes qui étaient claires. Et là-dessus, c'est quelque chose de positif. À l'inverse, on a vu que les combinaisons d'appareils échouaient, et que notamment dans beaucoup de cas, des fusions ou des rapprochements entre LREM et les listes LR ont perdu des électeurs. En fait, dans les 2 camps, personne ne s'y est retrouvé. À l'inverse, quand un peu dans tous les camps, quand les gens étaient clairs, ils ont été récompensés et ça, c'est évidemment positif. Le côté que je continue à trouver inquiétant, ce sont finalement cette succession de contradictions. Du côté du président de la République, il a redécouvert les maires avec le grand débat. Il prétendait s'appuyer beaucoup sur eux. Or, ça a été rappelé, il a fait le choix délibéré de sacrifier cette élection pour ouvrir la page 2 de son quinquennat. On va y revenir ensuite et je pense que d'ailleurs, du coup, il l'ouvre de manière assez précaire. La deuxième contradiction, c'est comment peut-on vouloir faire entrer dans les priorités de cette deuxième phase du quinquennat la décentralisation et comment peut-on décentraliser avec un tel degré, une telle faiblesse de la légitimité des élus, parce que j'y reviens dans beaucoup, et notamment dans les grandes villes, ce qui est prévu, ce sont des tournants majeurs qui vont peser puissamment sur la vie quotidienne, sur les revenus
sur les modes de vie des citoyens, et ces tournants majeurs vont être pris sur la base de 10 à 20% des inscrits. Je pense que c'est quand même une situation extrêmement dangereuse, et pas seulement pour les élus qui vont devoir conduire ces programmes. Et la dernière chose, c'est vraiment pour ce que disait Richard Verly. Bien sûr qu'il faut faire vivre la démocratie par des voies variées. Bien sûr qu'il faut décentraliser. Bien sûr qu'on peut réfléchir au référendum, peut-être aux conventions citoyennes. Mais on ne peut pas faire vivre la démocratie sur la ruine de la démocratie représentative. Et le Parlement est vraiment devenu un théâtre d'ombre, et ce qui se passe autour de ces élections le renforce. Je vous rappelle qu'alors on a quand même dépensé 500 milliards d'euros, comme l'a rappelé le président de la République, la représentation nationale n'a eu aucun poids sur ces 500 milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'on a ce sur quoi le Parlement a voté, c'est la loi Avia et l'allongement du congé des parents qui ont perdu un enfant. Alors, je ne méconnais pas la tragédie que ça représente, mais quand on regarde ce que vit le pays aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a un écart qui est gigantesque. Et donc, j'y insiste, oui, on peut évidemment essayer de faire vivre la démocratie autrement, il le faut même, mais on ne peut pas le faire sur les ruines de la démocratie représentative et sur les ruines du suffrage universel. Marc-Olivier Padis. Juste un complément à ce que je disais sur les intercommunalités, c'est que je suis néanmoins moi-même moins négatif que Philippe sur le principe même de l'intercommunalité, en tout cas. C'est-à-dire que je pense que 36 000 communes, c'est pas la bonne organisation territoriale. Alors, notre problème politique, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne gouvernance locale, la bonne organisation territoriale entre nos communes, les départements, les régions, l'État central, trop jacobin, pas assez, qui veut décentraliser, qui ne sait pas faire, qui déconcentre au lieu de décentraliser, etc. Et c'est un handicap pour l'ensemble de notre vie démocratique, mais malgré tout, le statu quo à l'ancienne, à mon avis, n'était pas tenable. Et nous vivons une transition qui est compliquée parce qu'il faut mettre en place un nouvel échelon qui soit plus réaliste. Pensons simplement à la question, par exemple, de l'étalement urbain qui est unanimement considéré comme, disons, quelque chose qu'il vaudrait mieux éviter aujourd'hui pour des raisons environnementales. Tant que ce sont les maires des petites communes qui détiennent le pouvoir de donner le droit de construire, on n'arrivera pas à réguler cela correctement. Et donc, c'est pourquoi il faut quand même changer ce système. Mais je ne souhaitais pas du tout le maintien du statu quo. Je souhaitais au contraire que les fusions de communes remplacent l'intercommunalité, que ces fusions de communes auraient permis que la démocratie et le contact entre les élus et les citoyens ne soient pas dilués, que les responsabilités ne soient pas de plus en plus diluées et de plus en plus masquées, mais il est clair que c'est évidemment impossible de rester dans la situation dans laquelle on était. Lucille Schmitt. Oui, deux petits mots. Je crois que sur la question de l'abstention, ce qui nous préoccupe tous, c'est dans quelle mesure est-ce que s'abstenir à une élection, Marc-Olivier rappelait qu'on ne peut pas additionner les séquences électorales, surtout avec ce qui s'est passé sur ces municipales. Quand on s'abstient à une élection, est-ce que ça signifie qu'on ira voter à la suivante ou est-ce que ça signifie qu'on s'installe dans l'abstention? Donc ça, c'est un premier point très important. Le deuxième point important, c'est que l'abstention peut avoir une signification politique, qui est justement le fait de dire qu'on est déçu par l'offre électorale et que donc, avec une autre offre électorale, et on va en parler tout à l'heure, au fond, on fera revenir les abstentionnistes. Mais au fond, nous sommes à l'aveuglette par rapport à cette question de l'abstention. Puis je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on a fait preuve d'une espèce de créativité pour ressusciter la démocratie depuis quelques mois. Après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu cette réponse suscitée par Emmanuel Macron autour du grand débat. Ensuite, il y a eu la Convention citoyenne. Et tout ça n'a pas participé, n'a pas réussi à vraiment enclencher cette revitalisation démocratique, alors même qu'il y a eu une sorte d'inventivité pour trouver de nouveaux instruments. Donc le sujet, c'est au fond comment on ne fait pas seulement maintenant du mécano démocratique, mais comment est-ce qu'on va faire pour... moi, je crois faire mieux coïncider la question de à quoi servent les élus et la deuxième chose, c'est nous représentent-ils vraiment? C'est ces deux questions auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Alors justement, merci de cette heureuse transition. Intéressons-nous aux transformations politiques
induite par les résultats, ces élections municipales boudées par les électeurs n'en dessinent pas moins un nouveau paysage politique, une vague verte, une forte résistance de la gauche dans ses bastions, une droite à la peine, une extrême droite qui ne parvient pas à s'ancrer dans le pays et une déroute confirmée du parti présidentiel. La liste des villes passées au vert comprend Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Tours, Annecy, Besançon, Poitiers, mais aussi Colombes, Savigny-sur-Orge. Martine Aubry à Lille a fortement tremblé à cause des Verts. À Marseille, enfin, c'est une candidate écologiste, bien que non membre de Europe Écologie, qui est arrivée en tête. Les petites et moyennes communes restent largement acquises au Parti Les Républicains et au Parti Socialiste. Les résultats de dimanche rebattent les cartes à gauche. Le Parti communiste, durablement affaibli par de nombreuses pertes de bastions, Saint-Denis, Aubervilliers, Choisy-le-Roi, Champigny-sur-Marne, Arles, Saint-Pierre-des-Corps, et par la quasi-absence de la France insoumise lors de ce scrutin, laisse les écologistes en tête-à-tête avec le Parti socialiste. Le PS se maintient à Paris, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, Rouen, Le Mans, Dijon, Brest, Villeurbanne, Avignon et Créteil. Il gagne Montpellier, Nancy, Saint-Denis, Bourges et Périgueux. Du côté des Républicains, le deuxième tour des municipales a un goût étrange. Si la formation de droite remporte sur le papier plus de 50% des villes de plus de 9000 habitants, réussissant même à conquérir de nouvelles municipalités, Metz, Orléans, Lorient, les pertes symboliques et sociologiques des grandes villes sont un vrai coup dur pour un parti qui espère se positionner pour la présidentielle de 2022. Le Rassemblement national, lui, conserve la plupart de ces villes et conquiert Perpignan, mais aussi Moissac ou Bruay-la-Bussière. La majorité n'a pas masqué sa déception, malgré l'élection du Premier ministre Édouard Philippe au Havre, Premier ministre démissionnaire vendredi et remplacé par Jean Castex. Pour La République En Marche, les alliances avec la droite n'ont pas fonctionné, ni à Bordeaux, ni à Lyon, ni à Strasbourg. Quant à Paris, Agnès Buzyn y a connu le naufrage annoncé, réalisant au second tour un moins bon score, 13%, qu'au premier. Sur cette question, Richard Verly. Oui, alors pour poursuivre, Philippe, sur ce que je disais, à propos des Verts d'abord, j'avoue que j'ai une interrogation sur les motivations des électeurs qui ont porté leur voix sur ces candidats, pour la plupart non pas totalement nouveaux venus, mais en tout cas qui n'étaient pas au premier plan de la politique locale et qui soudain ont surgi. S'agit-il d'une volonté de véritablement transformer ces métropoles de la part d'un public urbain que l'on connaît et qui est plutôt l'électorat que cherche à attraper Emmanuel Macron, ou s'agit-il à travers le vote vert d'une forme de dégagisme, c'est-à-dire de signal envoyé aux formations politiques traditionnelles? Et là, j'avoue que je m'interroge, parce que j'ai constaté dans plusieurs cas que l'on pourrait interpréter ce vote comme ça, et dans ce cas, ça laisserait à Emmanuel Macron la possibilité, s'il arrive à réorienter la politique de son gouvernement dans les 2 prochaines années, eh bien de capter cet électorat urbain, certes préoccupé d'un développement durable et soutenable, mais dont les préoccupations peuvent converger avec celles du locataire de l'Élysée. Deuxième interrogation que j'ai, vous voyez, je formule plutôt des questions que des réponses, c'est sur la droite. Et là, j'avoue que je suis assez surpris parce que la droite réussit donc à endiguer, je dirais, le vent de la défaite. Elle ne perd pas dans les grandes largeurs, mais on voit bien qu'elle n'a plus de talent. Il n'y a plus de nouveaux noms à droite. Et moi, ça me frappe beaucoup. Je n'ai pas vu, et j'espère que mes partenaires vont venir avec des noms qui m'ont échappé. Je ne vois pas qui pourrait porter cette relève à droite dans le camp conservateur. Et là aussi, vous l'avez compris, c'est un bon point pour Emmanuel Macron puisqu'il occupe le terrain du centre droit au niveau national. Il a face à lui des leaders, disons, un peu vieillissants et dont il pense qu'ils n'oseront peut-être pas l'affronter en 2022. Bref, autant du côté des Verts avec ce vent de dégagisme que du côté de la droite avec cette absence de renouvellement, je me dis qu'Emmanuel Macron a plutôt des leçons positives à tirer de ce scrutin municipal. Il me semble, cher Richard, qu'à droite, une figure vient d'émerger, c'est celle de Jean Castex. Absolument. Évidemment, il est en main, si je puis dire. C'est un inconvénient de sa situation. Nicolas Bavrez. Bien, donc, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que on a un gagnant
apparent, très clair, ce sont les Verts, et c'est une victoire qui est extrêmement fragile parce que elle est surtout dans des très grandes villes. Alors, elle est très impressionnante pour ça. Elle est très gênante pour le président de la République parce qu'elle intervient exactement sur son électorat et en même temps, elle repose sur en fait un petit nombre d'électeurs. Donc, du côté des forces traditionnelles, c'est vrai que le Parti socialiste a plutôt de bons résultats. Pour les Républicains, c'est l'inverse des Verts, c'est-à-dire qu'il y a une grande résistance sur l'ensemble du territoire, mais en revanche, un retrait sur les très grandes villes. Et puis, on a les trois partis qui avaient été un peu les stars de la dernière élection présidentielle, qui, eux, sont en grande difficulté. Donc, le Rassemblement national, on a simplement, c'est l'arbre de Perpignan qui cache la forêt des défaites. La France insoumise a disparu dans le bloc, un bloc de gauche, mais inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est piloté par les écologistes et il intègre le Parti socialiste. Et pour la République en marche, c'est vrai que c'était un désastre, sauf pour l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais à qui ça n'a pas vraiment porté chance. Alors, là encore, et c'est vrai que c'est très curieux parce que et c'est pour ça qu'il faut effectivement être très prudent, d'abord à cause de l'abstention, mais aussi parce qu'on voit bien à quel point la situation est volatile, puisque finalement, le tableau qui ressort de cette élection municipale est un tableau qui n'a strictement rien à voir avec celui des élections européennes, qui lui-même était, alors qui reproduisait un peu celui de l'élection présidentielle. Donc, au bout, on a quand même une situation dont je répète qu'elle est extrêmement compliquée et volatile parce que qu'est-ce que ça veut dire pour le président de la République ? Ça veut dire quand même un vrai problème de leadership qu'il a donc tenté de résoudre en changeant le Premier ministre et en faisant appel à Jean Castex. Donc, on voit bien que il y a le côté républicain, il est adoubé par Nicolas Sarkozy, ce qui peut présenter un intérêt pour le président Macron dans la perspective de la prochaine présidentielle. C'est l'homme du déconfinement, il connaît bien l'hôpital, il connaît bien les problèmes de l'emploi, mais il est vrai que très clairement, ça n'est pas un Premier ministre. Donc Emmanuel Macron s'est nommé lui-même Premier ministre, ce qui est quand même très très singulier. Je vais y revenir. Ensuite, on voit d'un point de vue stratégique, si vous voulez, toutes les contradictions qui émergent. Aujourd'hui, la priorité, c'est de relancer l'économie, mais comment est-ce qu'on peut en même temps faire de l'écologie ? On veut également faire de la solidarité, mais en réalité, pour l'instant, on achète surtout de la paix sociale en déversant de l'hélicoptère-monnaie, mais on n'arrive pas vraiment à faire de l'intégration. Et par ailleurs, on ne fait pas beaucoup de sécurité, il y a beaucoup, la violence prospère, et en même temps, on sacrifie les libertés. Donc, il y a quand même une vraie difficulté. Et la dernière chose qui émerge, c'est que pour le président de la République, il y a un vrai problème d'électorat. Il avait perdu les campagnes et la France périphérique, et là, il n'a plus la France des villes. Il avait perdu l'électorat de gauche, et visiblement, il n'a pas su séduire l'électorat de droite puisque cet électorat de droite n'a pas accepté la fusion avec les listes République en marche. Donc, moi, ce qui me frappe, et je rejoins ce qui était dit aussi par Richard Verly, c'est que d'un côté, aujourd'hui, en fait, on sait qu'il n'y a pas de tournant. La nomination de Jean Castex, c'est le fait qu'on va accélérer l'hyperconcentration, l'hyperpersonnalisation du pouvoir. Donc, c'est exactement le contraire de des messages qui avaient été passés. Il n'y a pas de tournant politique, on ne voit pas trop comment il y aurait un tournant stratégique. Mais ce qui est étonnant et très inquiétant pour moi, c'est que pour l'instant, en réalité, il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc, on va voir si les élus verts arrivent à faire vivre une offre alternative à la tête des grandes villes, ce qui pourrait représenter la renaissance d'une opposition de gauche. On va voir si le Rassemblement national bénéficie de la crise économique et sociale pour se relancer, mais c'est cette situation très étrange où on a
un paysage éclaté, un président qui est de plus en plus hors sol et de plus en plus centré sur lui-même, et où en même temps, on n'a pas d'opposition, et en tout cas, malheureusement, pas d'opposition républicaine. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Richard lorsqu'il s'interrogeait sur les raisons, en fait, de cette espèce d'envol vert, si je puis dire. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait, au fond, chaque élection est particulière, ça dépend du territoire, mais c'est clair qu'il y a eu un mouvement vert sur fond de très forte abstention, ce qui amène à s'interroger sur la portée exacte de ces gains effectués par les Verts, qui sont, Richard l'a rappelé, impressionnants en termes de taille des villes, puisqu'il y a Lyon, il y aura peut-être Marseille, il y a Bordeaux, parce qu'il y a Strasbourg, et puis des villes comme Tours, comme Poitiers. Et il y a par ailleurs un sentiment que l'alliance entre écologistes et socialistes se renforce dans les territoires, puisque je voulais quand même rappeler que il y a 2 femmes socialistes, Johanna Roland à Nantes et Nathalie Appéré à Rennes, qui ont été réélues sur un programme très fortement social-écologique, sans parler évidemment d'Anne Hidalgo. Donc on a un sujet, on se dit, est-ce que c'est du dégagisme sur fond d'abstention ? Moi je crois que évidemment c'est assez complexe et qu'il y a évidemment la question de l'absence d'organisation des successions, que ce soit notamment à Bordeaux ou à Lyon, ou les difficultés, les bisbilles à Marseille. Bon. Mais ce qui est plus intéressant pour moi à regarder, c'est au fond quelle offre politique est celle de ces nouveaux maires verts. Et je trouve très intéressant de constater que chacun correspond, à mon sens, à la culture de son territoire. C'est-à-dire que Pierre Urmic à Bordeaux, c'est l'opposant historique à Alain Juppé depuis 25 ans, avec une capacité à faire de l'opposition constructive, par exemple à négocier, à discuter avec Alain Juppé sur un code de la rue, au point qu'Alain Juppé lui avait même proposé de devenir son adjoint. Grégory Doucet à Lyon, c'est quelqu'un qui dit explicitement que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. À Toulouse, Jeanne Barséguian, elle prend parti contre le contournement ouest de Strasbourg, qui est un sujet qui réunit beaucoup de monde à Strasbourg, et elle a fait toutes ses études en Allemagne. Enfin, on a quelque chose de l'ordre d'une offre territorialisée, à mon sens, de ces maires verts qui ont gagné. La deuxième chose qui me semble aussi importante, c'est qu'à l'évidence, ils ne souhaitent pas se limiter à être des maires localistes. Aujourd'hui, Pierre Urmic, venant d'être désigné maire, a décidé que Bordeaux serait une ville d'urgence climatique. Hier, Grégory Doucet, maire de Lyon, disait qu'il s'opposerait à la question du tunnel Lyon-Turin. Donc on voit bien que sur des sujets d'aménagement du territoire et de conception de la ville, ces maires ont décidé de faire entendre leur voix. Et je trouve ça très intéressant de mettre en résonance par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron devant les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Le moment où j'ai trouvé son discours le plus inspiré, c'est lorsqu'il s'est mis à parler d'aménagement du territoire. Et je voulais rappeler que Emmanuel Macron, qui n'est pas un fervent écologiste, c'est un peu un euphémisme, a eu, avec Édouard Philippe, le courage, si je puis dire, d'abandonner Notre-Dame-des-Landes, de remettre en cause le projet Europa City, ce grand projet d'immenses centres commerciaux situés entre Le Bourget et Roissy. Et donc là, il y a un sujet sur lequel, sur l'aménagement du territoire et l'aménagement de la France, il y a quelque chose qui peut signaler peut-être un lien avec la décentralisation évoquée par Macron. Et en tout cas, pour moi, il me semble très très clair que ces maires écologistes, je ne sais pas s'ils travailleront en réseau, parce qu'encore une fois, je crois que les aménagements de territoire dépendent vraiment des enjeux locaux. Je ne sais pas s'ils représenteront une opposition plus nationale à Emmanuel Macron, mais je crois qu'il y a là un sujet qui modifie profondément le lien entre le national et le local en France. Comment aménagerons-nous notre territoire ? Comment donnerons-nous une place ou pas à l'urgence écologique ? Et comment ferons-nous le lien entre ces différentes échelles, puisque chacun d'entre nous sait bien que l'écologie ne se limite pas à une seule échelle et qu'elle est à la fois très locale et mondiale. Marc-Olivier Padis. Alors, on essaye tous de comprendre à quoi correspond cette vague verte, et même est-ce qu'on peut utiliser une expression comme vague verte. Je me demandais, pour trouver une comparaison, si l'on pouvait se référer aux municipales de 77 ou plutôt aux municipales de 2001. Je ne veux pas faire une comparaison terme à terme, bien sûr, mais c'est pour faire image. Les municipales de 1977 avaient marqué l'arrivée d'une nouvelle génération d'élus socialistes, et notamment des élus socialistes de l'ouest de la France, comme Jean-Marc Ayrault ou Jean-Yves Le Drian,
et donc qui annonçait la vague de 81 et d'une certaine manière la transformation de l'électorat socialiste et même du projet socialiste. Et donc, est-ce que ces nouveaux élus verts font partie de cette vague? Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle génération qui va s'installer et qui va donner une nouvelle orientation, une nouvelle tonalité, de nouveaux visages au Parti vert et par conséquent renouveler dans quelques années plus profondément la vie politique française? Ou est-ce qu'on a affaire à des municipales plutôt type 2001, c'est-à-dire qu'en 2001, vous vous souvenez que en fait la droite avait gagné l'élection, mais comme Bertrand Delanoë avait gagné à Paris et que c'était une victoire évidemment très, très symbolique, la victoire de la droite était passée un peu inaperçue. Et j'hésite un peu entre les deux parce qu'il y a un peu des deux. D'un côté, comme je l'ai dit, en réalité, c'est la droite qui a gagné largement ces élections municipales. Les Républicains ont gagné 60% des villes de plus de 9000 habitants. Pas gagné, en tout cas, c'est eux qui dirigent 60% de ces villes. Et donc, c'est eux qui sont majoritaires en réalité. Pas forcément en nombre d'habitants, puisque évidemment les métropoles leur échappent. Mais quand même, ils sont extrêmement présents. Et que penser de ces nouveaux élus qui vont arriver? Moi, je crois qu'il y a des phénomènes un peu conjoncturels, c'est-à-dire ce qu'a dit Lucile à l'instant. Dans 3 villes, Lyon, Bordeaux et Marseille, on voit très bien qu'on a affaire à 3 cas de succession très mal gérés. Mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système politique où les électeurs sont des actifs, ou plutôt des captifs des partis politiques, et où, disons, un Gaudin, un Collomb, un Juppé peuvent dire « voilà mon successeur, votez pour lui » et ça marche comme ça. Là, c'était des cas même caricaturaux, mais on sait que dans beaucoup de villes moyennes, et même parfois de petites villes, ce type de manœuvre ne fonctionne plus auprès des électeurs. Et d'ailleurs, tant mieux. Donc, ils avaient mal préparé leurs élections, et leur succession, et ils ont complètement échoué. Donc, par rapport à la question que posait Richard tout à l'heure, je ne pense pas que cette vague verte, ce soit du dégagisme. Il y a un vrai renouvellement. Il y a un renouvellement qui avait été anticipé dans un certain nombre de villes lors des municipales précédentes. Justement, on a cité Nathalie Appéré à Rennes, Johanna Roland à Nantes, Éric Piolle à Grenoble, Anne Hidalgo à Paris. C'était le renouvellement de la dernière fois. Et ce sont des maires qui ont réussi à s'installer, à capitaliser, à gagner en crédibilité et évidemment qui gagnent en influence à l'intérieur de leur parti. Maintenant, est-ce que les nouveaux maires verts des grandes villes, c'est-à-dire effectivement Éric Piolle, Grégory Doucet, Urmic à Bordeaux, etc., est-ce qu'ils vont s'entendre entre eux? Est-ce qu'ils vont constituer une sorte de courant, je ne sais pas s'il faut dire réaliste, mais en tout cas municipaliste? On sait que ça a un rôle très important dans les partis politiques pour réorienter ou marquer d'une certaine façon la culture politique des Verts. C'est une option qui reste ouverte. Lucile Schmitt. Oui, juste 2 mots. Je voulais dire qu'il y a pour moi une assez bonne nouvelle, c'est que quand même il y a beaucoup plus de femmes élues maires dans le cadre de cette élection. Alors est-ce que c'est dû à la vague verte? Chez les Verts, il y a beaucoup de défauts dans ce parti, mais en tout cas une place donnée aux femmes de longue date plus importante que dans les grands partis de pouvoir. Et le fait qu'on ait maintenant une mairesse à Strasbourg, une autre à Besançon, qu'il y ait une très jeune femme qui a été élue à Poitiers, qu'Anne Hidalgo a été confirmée à Paris. Enfin, il y a quelque chose, vous savez, c'était le dernier bastion en fait. Les femmes étaient toujours premières adjointes, et là, ça va être des hommes qui vont être premiers adjoints. Et je pense que, on va voir si ces femmes apportent plus un contenu différent, mais en tout cas, je pense que le lien entre vague verte, ou en tout cas succès des écologistes et présence des femmes, c'est quelque chose sur lequel je ferais volontiers au moins la corrélation. Bon, quand je regarde les tulipes de M. Jeff Koons, j'avoue qu'il m'est égal de savoir si c'est une femme ou un homme. Je savais bien que Philippe allait réagir par rapport à ça. Je veux simplement dire par là qu'il ne faudrait pas
que le fait d'être une femme serve pour, comment dire, essayer d'esquiver les responsabilités. C'est arrivé, il y a des spécialistes de la chose, Ségolène Royal a fait d'ailleurs d'assez belles performances rhétoriques dans ce style qui consiste à dire « Ah ben non, si vous dites ça, c'est parce que vous critiquez une décision que j'ai prise, je ne vous répondrai pas parce que vous me faites cette critique parce que je suis une femme. » Ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans le Petit Nicolas. Vous savez, dans le Petit Nicolas, il y a cet insupportable garçon qui s'appelle Agnan. Et Agnan embête tout le monde pendant les classes, et à la récré, quand il s'agit de lui casser la figure parce qu'il a embêté tout le monde, il dit « T'as pas le droit, j'ai des lunettes. » Eh bien là, il faudrait pas que ce soit l'équivalent de Nicolas Bavrel. D'accord. Juste là encore très vite, tout ce qui a été dit sur les aspects locaux est évidemment très 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 juste. On peut quand même réfléchir à ce que ça suppose sur la dernière partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment le fait que je ne vois pas comment aujourd'hui on peut arriver à remettre en route l'aventure LREM. Je crois que ce parti est maintenant un parti zombie et que ce sera très difficile de lui donner un peu de corps, ce qui n'a pas été fait pendant 3 ans quand c'était possible, c'est-à-dire c'est un parti qui n'a pas de leader, qui n'a pas de doctrine, qui a peu de militants et qui n'a pas d'ancrage territorial. Et c'est quelque chose qui va peser très fortement sur la prochaine élection présidentielle. Et c'est vrai que le RN, on connaît ce qu'il avantage, c'est-à-dire la crise économique et sociale, et ses problèmes, parce que c'est quand même très intéressant de voir que on a beau dire, et quelles que soient les entreprises de dédiabolisation, même si d'ailleurs Monsieur Alliot a été très habile en ne prenant pas officiellement l'étiquette RN, mais on voit que le RN n'arrive pas à se banaliser et que ça reste un parti qui n'est pas un parti comme les autres. Et donc la grande question politique, les Républicains, on va voir si, puisque finalement maintenant que LREM est mort, en réalité, le parti sur lequel Emmanuel Macron peut s'appuyer, et d'une certaine manière, c'est ce qu'il a montré avec le choix de Jean Castex, le dernier parti sur lequel il peut s'appuyer, en dehors du MoDem, c'est les Républicains. Et la grande question, c'est celle qui a été posée à l'instant, c'est est-ce qu'à partir de ce bloc qui était quand même un bloc un peu hétérogène, mais qui a bien fonctionné finalement, est-ce qu'on peut avoir un bloc sans doute conduit par les écologistes avec le PS, une partie des Insoumis, et est-ce qu'on peut faire naître une candidature présidentielle sérieuse autour de ce bloc? Je crois que ce sera ça une des grandes questions des 2 années qui viennent. Richard Verly. Oui, juste un mot pour éventuellement être en désaccord avec Nicolas. Il se trouve que j'étais en reportage à Perpignan juste avant le second tour et je trouve au contraire que ce qu'a fait Louis Alliot, c'est-à-dire se présenter comme candidat local, mais tout le monde savait évidemment qu'il était Rassemblement national, mais sans Marine Le Pen, change un peu la donne. Parce qu'au fond, on a toujours pensé que Marine Le Pen elle-même avait réussi son opération, si je puis dire, de délepénisation. Eh bien, on s'aperçoit que lorsque le Rassemblement national se présente sans sa présidente, que l'on sait pas mal décrédibilisée par sa campagne présidentielle, ça peut fonctionner. Donc, je mettrai quand même un vrai bémol sur l'appréciation qui consiste à dire que le Rassemblement national a enregistré une défaite. Conquérir une métropole de 120 000 habitants, aussi symbolique que Perpignan, quasiment à la frontière espagnole, ce n'est pas rien et ça peut servir de point d'appui pour ce parti qui a déjà prouvé dans le Nord qu'il savait utiliser ses municipalités à des fins nationales. Merci, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Nous sommes tellement partenaires du 1 que eux et moi avons eu la même idée de mettre en avant, en lumière, un texte de Machiavel, un texte du Prince, évidemment, et plus particulièrement du chapitre 9, dont je vais vous lire un extrait. « Celui qui devient prince par la faveur du peuple doit travailler à conserver son amitié, ce qui est facile, puisque le peuple ne demande rien de plus que de n'être point opprimé.
Quant à celui qui le devient par la faveur des grands, contre la volonté du peuple, il doit, avant toute chose, chercher à se l'attacher, et cela est facile encore, puisqu'il lui suffit de le prendre sous sa protection. Alors même le peuple lui deviendra plus soumis et plus dévoué que si la principauté avait été obtenue par sa faveur. Car lorsque les hommes reçoivent quelque bien de la part de celui dont ils n'attendaient que du mal, ils en sont beaucoup plus reconnaissants. Du reste, le prince a plusieurs moyens de gagner l'affection du peuple, mais comme ces moyens varient suivant les circonstances, je ne m'y arrêterai point ici, je répéterai seulement qu'il est d'une absolue nécessité qu'un prince possède l'amitié de son peuple et que, s'il ne l'a pas, toute ressource lui manque dans l'adversité. Lucie Schmitz. Oui, merci beaucoup Philippe. Moi, je voulais recommander la lecture d'un ouvrage que j'ai adoré, qui s'appelle de l'historien des idées Serge Audier, qui s'appelle La société écologique et ses ennemis, paru à la Découverte il y a déjà 2 ans, même 3 ans, en 2017. Ce qui est très intéressant par rapport à notre discussion, c'est qu'on réalise combien la question écologique était inscrite dans l'histoire des idées françaises, notamment autour du fouriérisme, et que le sous-titre de cet ouvrage, c'est Pour une histoire alternative de l'émancipation. Et il y a tout un aller-retour entre une pensée de gauche dominante productiviste qui est décrite dans le livre, donc ce sont les ennemis, et puis cette espèce de fouriérisme, ce communautarisme, cette capacité à organiser une alternative. Et je pense que par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, réaliser qu'il y a un enracinement historique possible, à la fois dans les territoires, dans l'utopie, ça donne un autre sens par rapport à ce qui s'est passé autour de la Convention citoyenne, par exemple. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander un documentaire qu'on ne peut sans doute plus voir en salle, qui est sorti juste avant le confinement, mais qu'on peut toujours voir en VOD ou en DVD, qui s'appelle La Cravate, donc qui est un documentaire de Mathias Théry et Étienne Chailloux, un documentaire sur un militant du Front National dans le nord de la France qu'ils ont suivi pendant 2 ans, et dont ils suivent l'implication dans la campagne présidentielle de 2017. C'est un projet évidemment assez courant de vouloir faire un portrait d'un militant du Front National, et c'est quelque chose d'assez délicat à faire parce qu'il faut trouver, en tout cas, la question des réalisateurs, des 2 documentaristes, c'est comment trouver la bonne distance par rapport à un militant du Rassemblement national. Et ils trouvent un dispositif vraiment original qui consiste à faire un récit à la 3e personne, comme si on était dans un roman balzacien, et de le faire lire par leur objet, Bastien, et lui demander de commenter ses réactions à leur lecture de sa situation, de son engagement politique, de son caractère. Et donc, ça donne un travail vraiment très, très original, qui donne pas tout à penser sur le Rassemblement national, mais qui donne en tout cas un aperçu extrêmement pénétrant et original. Merci Nicolas Bavrez. Il n'y a pas d'été réussi sans lecture de romans policiers, et c'est dans cette année singulière qui est cette année de l'épidémie, il y a un roman policier formidable, c'est le 25e roman de John le Carré qui s'appelle Retour de service, et c'est vraiment un retour de service gagnant qui mêle des vétérans et des nostalgiques de la guerre froide, le Brexit et surtout le jeu de badminton. En fait, c'est une intrigue en forme de match de badminton, et le volant est une sorte de métaphore des services secrets et des choses trappes, des pièges. Donc on y trouve à la fois de l'humour, de la férocité sur Boris Johnson et le Brexit, et surtout un très grand livre et un très grand auteur. Donc les Britanniques nous ont privés du Royaume-Uni dans l'Union, c'est bien dommage, mais ils ne nous ont pas privés de John le Carré, profitons-en. Richard Verly. Oui, alors le coronavirus, vous le savez, a été à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la presse écrite. Bonne parce que nos sites web ont tous explosé en audience et parfois aussi nos abonnements électroniques, mais mauvaise parce que la publicité et la diffusion ont beaucoup baissé. Alors, je me suis posé la question, pourquoi dans ces conditions investir dans les journaux? Et ça m'a amené à me plonger dans le livre qu'avait récemment consacré à Daniel Kretinsky. Vous savez, cet investisseur tchèque qui voudrait acheter le monde. Eh bien, ce livre a été écrit par Jérôme Lefiliatre. Il s'appelle Mr. K. Et moi, j'ai beaucoup appris. D'abord sur la personnalité de ce milliardaire tchèque qui est aussi un milliardaire de l'énergie
pas du tout propre, essentiellement du charbon, et qui se dit passionné, amoureux de la France et de la démocratie, mais quand on referme le livre, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des doutes. Et on en apprend beaucoup aussi sur tous ces gens qui, autour de ce milliardaire, semblent faire la pluie et le beau temps dans les médias français. Donc pour l'observateur extérieur que je suis, c'est tout à fait intéressant. Ça s'appelle Mister K aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. N'oubliez pas que nous avons mis en ligne un bada sur la Jordanie avec Alexis Bonsen. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission est préparée, à Charles de Cilia, notre ingénieur du son, à Benoît Carré qui en assure le compendium, le compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau pour le site, Olivier Magloire pour les plateformes qui servent à notre financement, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, notre producteur. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel esprit public et entre-temps pour un bada sur la nature duquel je laisse planer le mystère. Merci beaucoup et à bientôt.